Vous allez entendre l'histoire de l'un des plus fous de tous les génies, Isaac Newton, l'un des esprits les plus brillants de tous les temps. La vie de ce penseur tourmenté, pape de la science moderne, est aussi géniale que déstabilisante, car pendant près de 2 siècles, ses parts d'ombre ont été dissimulées au regard du monde. Et vous allez voir que derrière le mythe d'un pur esprit prolifique d'une puissance effarante, se cache un être atypique, capable des plus parfaites bizarreries, et qui pendant des décennies, en secret, a rempli des manuscrits de textes discutant de la date de l'Apocalypse, traitant d'alchimie ou de quête de la pierre philosophale, tout en concoctant dans ses laboratoires des recettes qui feraient passer des mixtures de sorcières pour d'insipides bouillons. Mais avant d'aller se plonger dans la folle histoire du scientifique double face, premier penseur des temps modernes et dernier des magiciens, je voudrais remercier le partenaire de cette vidéo, MyHeritage, qui vous permet de remonter dans le temps à la découverte de vos ancêtres oubliés. Avec MyHeritage, il est désormais possible de reconstruire son arbre généalogique, en seulement quelques clics. Pour cela, il suffit de renseigner quelques infos sur vous, puis d'ajouter vos parents, vos grands-parents, et le site se charge ensuite de tout. En cherchant dans les près de 20 milliards d'enregistrements historiques auxquels ils ont accès, la présence de vos ancêtres. Et voilà que votre arbre généalogique se met à prendre forme. Souvent, la découverte d'un de ses ancêtres donne naissance à de nouvelles ramifications, fait bourgeonner de nouvelles branches de votre grande histoire familiale. Lorsque je me suis créé pour la première fois un compte chez eux, il y a 2 mois de cela, j'étais en à peine 2 jours remonté sur 5 générations, découvrant au passage que certains de mes ancêtres viennent du Limousin. Et depuis, mon arbre a continué à s'étoffer. Je reçois d'ailleurs régulièrement des mails de MyHeritage qui m'informent de leurs nouvelles trouvailles, me tiennent au courant des possibles liens de lointaine parenté qu'ils ont potentiellement débusqués, si bien que sur certaines branches, je suis remonté jusqu'au début du XVIIIe siècle. Et petit à petit, d'autres parties de l'arbre ont continué à pousser. Et pour le plus grand plaisir de ma grand-mère, je lui ai même trouvé un lointain cousin dont elle ignorait l'existence. À côté de ça, je m'amuse toujours autant à recoloriser de vieilles photos en noir et blanc, histoire de mettre plus de couleurs dans tous ces souvenirs. Pour vous plonger avec facilité et sans aucune démarche administrative dans les mystères d'une partie de vos origines. Et peut-être découvrir que vous avez un bout de branche en commun avec un lointain cousin de Newton. Vous pouvez actuellement essayer MyHeritage gratuitement pendant 14 jours. Pour cela, il suffit simplement de passer par le lien que je vous ai mis dans la description ou par le QR code qui s'affiche à l'écran. Ceci étant dit, commençons par le début. Isaac Newton naît prématuré dans une famille de fermiers durant l'hiver 1643 dans un petit village du Lincolnshire en Angleterre. Précisément dans cette maison qui, étonnamment, existe encore aujourd'hui. On raconte qu'il était si petit qu'on aurait pu le glisser dans une boîte à chaussures. Et pourtant, il survécut. Enfant solitaire et introverti, ses bulletins scolaires le décrivent comme passif et inattentif. Mais le jeune Newton a déjà l'esprit tranchant et acéré. À 12 ans, il fait déjà preuve d'une curiosité insatiable pour le monde qui l'entoure, et se passionne pour les mécanismes, trafique des horloges à eau, fabrique des cadrans solaires, et invente un mini-moulin à vent qui moud du blé grâce au travail fourni par une souris, qu'il appelle mon meunier. Et pour s'éclairer sur le chemin de l'école au petit matin, il se confectionne même une lanterne en papier fin. Clairement, jouer aux billes, c'était pas son truc. De par sa condition de naissance, Newton est prédestiné à finir par travailler la terre. Mais plusieurs personnes de son entourage entrevoient le génie qui infuse en lui, et insistent auprès de sa mère pour qu'il continue ses études. À 18 ans, il intègre le célèbre Trinity College de l'université de Cambridge, où il se retrouve confronté aux œuvres des plus grands penseurs de son époque, et, en autodidacte, dévore tout ce qui lui tombe sous la main. En 1664, alors âgé de 21 ans, Newton se passionne pour les mathématiques, qui lui ouvrent de nouveaux horizons insoupçonnés. En un peu plus d'1 an, il assimile pratiquement tous les fondements de la discipline. Il écrit « Platon est mon ami, Aristote est mon ami, mais ma meilleure amie est la vérité ». 2 ans plus tard, frustré par les limitations des mathématiques de son temps, il invente le calcul infinitésimal. Une façon entièrement nouvelle de procéder, qui permet de décrire des changements continus, et deviendra plus tard essentiel à tous les domaines des sciences physiques et de l'ingénierie, tout en donnant naissance à une branche à part entière des mathématiques. Il n'a que 23 ans et est encore étudiant. Durant l'été 1665, la peste bubonique frappe l'Angleterre, faisant 75 000 morts dans la seule ville de Londres. L'université de Cambridge ferme alors ses portes et Newton est contraint de se retirer en province. Il y passera 18 mois, isolé. 18 mois à l'écart du monde, au cours desquels il s'attaque seul à pratiquement tous les grands domaines de son époque. Isolé dans sa chambre, parfois totalement plongé dans l'obscurité, il réalise des expériences en mécanique, en physique,
et développe ses théories sur les propriétés de la lumière et des couleurs, et noircit des centaines de pages blanches de commentaires et de formules, de réflexions philosophiques ou de démonstrations physiques quant à ses mystères ou sa nature. Durant cette période, souvent seul, replié sur lui-même, avec pour seule compagnie celle de son esprit aiguisé qui ne lui laisse aucun répit, Newton est un bourreau de travail. Sa soif de connaissances débordantes le nourrit au point qu'il en vienne à s'oublier lui-même, à ne plus savoir quel jour on est, s'il a déjà mangé. Dans ses écrits, il confie pouvoir rester assis des heures au bord de son lit, paralysé par l'afflux soudain de réflexions tumultueuses. Sa grand-mère s'inquiète qu'il ne sorte jamais prendre l'air, si ce n'est seulement la nuit, pour scruter la lune pendant des heures avec un prototype de télescope de son cru, jusqu'à tomber de fatigue. S'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher à Newton, c'est de ne pas mettre du cœur à l'ouvrage dans ses expériences. Pour tenter de comprendre comment l'œil perçoit la lumière et tester une de ses théories sur la perception des couleurs, il va jusqu'à s'enfoncer une aiguille à coudre le cuir, sous le globe oculaire, puis décrit ensuite avec moult détails les visions de cercles colorés que cela provoque. Miraculeusement, il ne souffrit d'aucune séquelle de s'être ainsi trituré l'œil. À la même période, Newton décide de fixer le soleil aussi longtemps qu'il peut le supporter, afin d'étudier les effets que cela produit sur sa vision. Spoiler alerte, c'est une très mauvaise idée. Et il manque de peu de devenir aveugle, et doit passer 3 jours dans une pièce obscure avant que ses yeux ne récupèrent. Ça pose là le bonhomme. De retour à Cambridge et devenu professeur, Newton donne des cours magistraux, qui sont souvent désertés par les étudiants qui le trouvent passablement ennuyeux. Ce qui ne semble pas le perturber plus qu'autre chose, et quand personne ne se présente, il retourne simplement travailler dans son laboratoire, triturer ses prismes et ses lentilles. Newton est définitivement un personnage singulier, doté d'une personnalité tourmentée. Brillant au-delà de toute mesure, obstiné et solitaire. Ses relations avec les autres sont souvent tendues et problématiques. Newton passe auprès de ses collègues pour distant et hautain, et se montre souvent morose, parfois irritable à l'extrême, et méfiant jusqu'à la paranoïa. Ceci expliquant peut-être pourquoi on ne lui connaît aucune amitié durable, et sa vie amoureuse était la définition du néant. Assurément indifférent au plaisir de la chair, il resta probablement célibataire toute sa vie. En tout cas, on ne lui connaît aucune aventure, tout juste quelques intenses correspondances épistolaires avec un mathématicien suisse. En 1671, après des milliers d'heures passées à étudier la réfraction et la dispersion de la lumière, Newton invente un télescope à réflexion par miroir concave dépourvu d'aberrations chromatiques, qui surpasse de très loin tout ce que l'on sait faire à l'époque. En 1672, à l'âge de 29 ans, il entre à la Royal Society, et dans la foulée divulgue une partie de ses recherches révolutionnaires, en prouvant que la lumière blanche peut être décomposée, et est en réalité constituée d'un spectre de plusieurs couleurs. Un arc-en-ciel en attente de se révéler, qui peut ensuite à son tour être recombiné pour de nouveau donner naissance à de la lumière blanche. 12 ans plus tard, en 1684, l'astronome Edmond Halley, le découvreur de la célèbre comète qui prendra plus tard son nom, sollicite l'aide de Newton pour tenter de résoudre une énigme qui obstine bon nombre de scientifiques à cette époque, à savoir pourquoi les planètes suivent-elles sur leur orbite des trajectoires elliptiques. Isaac lui répond en substance que c'est pour lui une évidence, il en a déjà prouvé par le calcul la raison. Halley est stupéfait. Il lui demande de voir ses résultats, et Newton est incapable de remettre la main sur ses écrits. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est l'équivalent d'un « oui j'ai trouvé un remède qui permet de venir à bout de la peste, mais je me souviens plus trop où j'ai rangé le papier en fait ». Newton accepte donc de refaire les calculs, et devant le nombre vertigineux de questions qu'ouvre ce nouveau champ de recherche, il se plonge pendant 2 ans dans d'intenses réflexions, pour finalement revenir avec un pur chef-d'œuvre, les Principia Mathematica, ou principes mathématiques de la physique naturelle, qui sont une sorte de boss final de la physique, l'équivalent d'un drop the mic à l'univers. Déjà, au cœur des Principia se trouvent les 3 lois du mouvement, qui posent toutes les bases de la mécanique classique, avec la première qui montre qu'un objet reste immobile ou en mouvement jusqu'à ce qu'une force extérieure agisse sur lui. La seconde qui nous dit qu'une force est toujours égale à la masse multipliée par l'accélération. Et enfin la troisième qui montre que pour chaque action, il y a une réaction égale, de même direction, mais de sens contraire.
En énonçant ces 3 lois, Newton devient instantanément le père de la mécanique moderne et pose les fondements de la dynamique. Mais les Principia ne se limitent pas à expliquer la chute des pommes. C'est un pavé dans la mare, au sens où, en quelques centaines de pages, on y explique comment les objets bougent et interagissent sur Terre, mais aussi absolument partout dans l'univers. Car la théorie de l'attraction universelle que Newton y développe décortique la force de gravité, à l'origine du mouvement de tous les objets, que ceux-ci soient des pavés, des astéroïdes ou des planètes. Dans les Principia, pour la première fois, un esprit humain a produit une réflexion si pénétrante et inattendue qu'elle permet d'expliquer et de lier chaque mouvement dans l'univers. Avec ses lois de l'attraction universelle, Newton a pratiquement tué le game, car il fait sauter les carcans en pensant au-delà des théories de son temps. Sans faire la distinction, comme beaucoup à cette époque, entre un monde sublunaire et un monde supralunaire. Il traite l'univers comme un seul et unique ensemble, où règne une loi pour les gouverner tous. Il est le premier à montrer que chaque objet dans l'univers exerce une attraction sur tous les autres, et que la valeur de la force gravitationnelle qui lie 2 objets est associée au produit de leur masse, et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Bien que la publication des 3 ouvrages composant les Principia fasse l'effet d'une bombe, dont la déflagration se répand bientôt dans toute l'Europe des idées, les Principia restent, au dire de certains, parmi les livres les plus inaccessibles jamais écrits. Il faut dire que Newton a semble-t-il pris un malin plaisir à rendre intentionnellement difficile d'accès la plupart de ses textes, qui sont truffés d'équations austères, et ce afin de ne pas être importuné, pour reprendre ces termes, par de médiocres mathématiciens. Mais pour ceux qui arrivent à suivre son approche toujours rigoureuse, logique, sobre et clinique, et surtout à décrypter ses calculs, les Principia sont un phare, une boussole, d'autant que le style de l'ouvrage jette les bases de la méthode scientifique moderne. Encore une fois, il faut bien comprendre que les Principia ne proposent pas de simple perfectionnement de théorie, mais bien de faire sauter un pan entier de notre vision du monde, en proposant une compréhension absolument nouvelle de la nature et des lois qui régissent l'univers. D'un seul coup, Newton permet d'expliquer des choses aussi variées que le mouvement des marées, la trajectoire des planètes et des boulets de canon. Tout en rendant compte de la difficulté de déplacer un éléphant, ou encore des raisons qui nous empêchent de nous éjecter dans l'espace, alors que la Terre tourne sous nos pieds à des centaines de kilomètres par heure. En fait, les Principia sont remplis de tant de découvertes novatrices, qu'on ne sait plus si l'on doit être étonné par ces découvertes elles-mêmes, ou par le fait que quelqu'un ait pu y penser. Après leur publication, Newton est au sommet de sa gloire. Le célèbre mathématicien allemand Leibniz, avec qui il eut pourtant de longues et âpres disputes au sujet de la paternité du calcul infinitésimal, estimera plus tard qu'aucun être humain ne peut se rapprocher davantage des divinités. Et le plus fou dans tout ça, c'est peut-être que Newton n'a pas vraiment cherché à faire connaître et partager toutes ses découvertes. La plupart du temps, il répugne même à l'idée de les communiquer. Et quand il les publie, c'est souvent plusieurs années après avoir terminé ses recherches. Isaac a par exemple gardé pour lui, et sans raison apparente, une partie de ses travaux en optique pendant plus de 20 ans, alors que ceux-ci ont par la suite contribué à révolutionner notre compréhension de la lumière. Après avoir inventé le fameux calcul infinitésimal, qui aurait simplifié la vie à des milliers de mathématiciens s'ils en avaient eu connaissance, il préféra en taire la découverte, qu'il garda pour lui pendant 27 ans. Quant au tome 3 des Principia, celui qui fait tenir et éclaire l'ensemble, il a bien failli ne jamais voir le jour. Car alors que l'ouvrage était presque achevé, Newton, vexé et fatigué par une interminable dispute sur la paternité de la loi du carré inverse avec un certain Robert Hooke, refusa d'en livrer les derniers manuscrits. Et ce n'est qu'après de nombreuses circonvolutions diplomatiques et une pluie de flatteries appuyées que Halley réussit à obtenir les précieux écrits du volume final. Sauf que la Royal Society, qui avait promis de financer la publication des Principia, se retire du projet, au motif que tout son budget était parti dans la parution du très coûteux ouvrage « L'histoire des poissons », qui s'est révélé être un fiasco. Newton refusant de contribuer à financer la publication de ses propres théories, c'est encore Halley qui sauva le projet, en payant lui-même de sa poche l'impression. Comble de l'ironie, Halley venait d'accepter un poste de greffier à la Royal Society, qui n'ayant pas les moyens de lui verser un salaire, le paya pendant près d'1 an en exemplaires invendus de l'histoire des poissons.
Tout ça, mis bout à bout, commence déjà à faire une bonne histoire en soi. Mais Newton ne s'arrête pas là. Devenu riche, célèbre et puissant, et bientôt anobli par la reine, celui qui est devenu Sir Isaac Newton se mêle désormais de politique. Il fait ainsi quelques courts passages en tant que député au Parlement d'Angleterre, même s'il ne participe que rarement au débat. Et surtout, il va occuper, pendant près de 25 ans, le poste de président de la Royal Society et de directeur de la Maison de la Monnaie. Lorsqu'en 1700, Newton est nommé à la tête de l'institution britannique qui frappe la livre sterling, on estime que près de 20% des pièces de monnaie alors en circulation sont contrefaites. Aussi rigoureux qu'incorruptible, il va pendant près de 20 ans y combattre la contrefaçon avec une détermination absolument implacable, chassant les faux monnayeurs avec un zèle parfois effrayant, allant jusqu'à lui-même prendre les suspects en filature et à se déguiser pour épier quelques conversations dans des pubs malfamés. Sous ses ordres, des centaines de faux monnayeurs sont emprisonnés et des dizaines d'autres condamnés à la peine de mort par pendaison. En parallèle, à la tête de la Royal Society, la plus prestigieuse de toutes les institutions scientifiques du pays, et sûrement du monde à cette époque, Newton fait également régner, dans une moindre mesure, un semblant de terreur. Il faut dire qu'en être le président demande du tact et de l'intelligence sociale, deux qualités dont Isaac semble absolument dépourvu. Il y profitera d'ailleurs exceptionnellement du pouvoir que lui confère son poste, pour dénigrer ou minimiser la contribution de certains de ses collègues, avec qui il a pu avoir par le passé de vigoureuses altercations par lettres interposées. On reste gentleman. Ainsi, le portrait de Robert Hooke, avec qui Newton a eu de profonds désaccords, va étrangement disparaître des fonds de l'institution, peu après qu'il en ait pris les rênes. Si bien que personne ne sait aujourd'hui à quoi ressemblait Hooke, qui fut pourtant l'un des plus grands scientifiques de son temps. Un scientifique qui eut le malheur de croiser la route d'un géant susceptible. Lorsque Newton meurt en 1727, à l'âge de 84 ans, l'Angleterre l'enterre en superstar, en héros. Des funérailles somptueuses sont organisées, et son cercueil, après avoir été exposé dans l'abbaye de Westminster, est inhumé dans la nef aux côtés des rois. Pendant plus de 2 siècles, des livres sont écrits sur sa vie, ses théories, des monuments érigés ou imaginés en son honneur. Et quantité d'artistes cherchent à représenter son génie, tel que le peintre William Blake, qui représente Newton nu, dessinant quelques formes géométriques comme touchées par la grâce divine. Et personne ne soupçonne que de l'autre côté de la lumière de Newton est restée dissimulée une immense part d'ombre. Car derrière le mythe d'un pur esprit rationnel, un autre aspect de la vie de Newton sommeille. En 1936, près de 200 ans après la mort du grand scientifique, l'économiste américain John Keynes, celui qui a inventé le keynésianisme, fait l'acquisition aux enchères d'une malle ayant appartenu à Isaac lui-même, et contenant d'innombrables manuscrits et documents non publiés de son vivant. Se plonger dans cette sorte de coffre au trésor, c'est un peu comme accéder au journal intime de Newton. Car dans des milliers de notes personnelles, celui-ci pose par écrit les idées qu'il a préféré garder pour lui et qui ont été tenues secrètes pendant plus de 2 siècles par ses héritiers. Ces idées n'ont rien de nature scientifique. Sur ces manuscrits sont inscrites les quêtes d'un esprit tout autant obnubilé par ses recherches en mathématiques, en mécanique céleste ou en optique, qu'il ne l'était par l'alchimie ou la théologie. Et voilà que se dévoile un homme qui passa une grande partie de sa vie à tenter de déchiffrer de prétendus codes secrets dissimulés dans les récits bibliques. Un homme qui, dans son laboratoire, en catimini, cherche à fabriquer de l'élixir de jouvence, comme de mettre au point la pierre philosophale afin de transmuter les métaux en or. Les images que vous voyez défiler à l'écran sont des photos de quelques-uns de ces manuscrits qui ont été numérisés par le Newton Project. Dans l'un d'entre eux, on découvre que dans sa quête éperdue de vérité, Newton décide d'apprendre l'hébreu tout seul, histoire de pouvoir déchiffrer les textes originaux, dans lesquels il passe d'innombrables heures à étudier les plans du temple perdu du roi Salomon. Persuadé qu'il s'y trouve dissimulés des indices mathématiques permettant de calculer la date de la seconde venue du Christ sur Terre, ou encore celle de la fin du monde. Pour la date du retour du Messie, Newton s'est indéniablement trompé, estimant qu'il devait revenir en 1948. À ma connaissance, personne ne s'est pointé. Espérons qu'il se soit également planté dans son traité sur l'Apocalypse, car ses prédictions l'amènent à situer la fin des temps en 2060. Dans un autre traité, cette fois de nature alchimique, Isaac rédige un essai complètement déjanté intitulé Praxis, et dans lequel on peut lire
Articus nous apprend que son feu dissous donne naissance aux pierres et permet de les multiplier 4 fois chacune, mais pas davantage. Vous pouvez amalgamer la pierre avec le mercure de 3 aigles, ou plus, et ainsi la multiplier à l'infini. Plus loin, on retrouve d'autres notes sur la préparation du mercure philosophique par fermentation et médiation des colombes de Diane. Puis Newton nous invite à mélanger du plomb à de l'acide citrique, avant de laisser mijoter le tout pendant 10 jours au clair de lune. Dans les années 1970, pour avoir quelques preuves indirectes de la réalité de ces expériences en alchimie, on analysa avec des méthodes modernes la composition d'une mèche de cheveux ayant appartenu à feu Isaac. Et on y décela des concentrations en mercure près de 40 fois supérieures à celles contenues dans un être humain lambda. Or, le mercure est un élément qui, à cette époque, n'intéressait guère que les chapeliers, les fabricants de thermomètres et les alchimistes, pour qui c'est un élément clé. Certains biographes de Newton font même l'hypothèse que l'intense période de dépression nerveuse qu'il traversa en 1693 et qui déboucha sur une crise de folie agrémentée d'hallucinations, avant de le plonger plusieurs mois dans un état de prostration silencieuse et de paranoïa, tire son origine d'un empoisonnement progressif et heureusement temporaire au plomb ou au mercure, dont les effluves toxiques emplissaient alors son atelier d'alchimiste. À moins que ces crises n'aient été déclenchées par la brusque rupture de sa correspondance avec un astronome suisse, Nicolas Facio de Dhuillier, qui fut peut-être son seul véritable ami. On ne saura très certainement jamais, mais une chose est certaine. Pour Newton, l'étude de l'alchimie, comme des textes religieux, n'est pas une petite activité anecdotique pratiquée à ses heures perdues. En considérant l'énorme quantité de documents qui nous est parvenue, on estime qu'il leur a consacré près de la moitié de sa vie. Et ce, sans compter qu'une grande partie de ses écrits sur l'alchimie ont vraisemblablement été perdus dans un incendie de son laboratoire, que son chien aurait provoqué en renversant une bougie. Si bien que la véritable étendue de ses travaux dans ces domaines a peut-être été plus importante encore. Si l'existence de tous ces textes et ces recherches surprenantes a été passée sous silence par Newton de son vivant, puis tenue secret pendant si longtemps par ses héritiers, c'est que leur contenu aurait grandement déplu à l'Église, et plus généralement à l'ordre établi. Car si Newton tente de découvrir et décoder des messages cachés dans la chronologie des prophéties bibliques, c'est qu'il pense que la parole divine a été corrompue par la traduction des hommes et de l'Église. Si on ajoute à cela le fait qu'Isaac est un adepte discret de la secte hérétique arianique, dont le principe fondamental était le rejet de la Sainte Trinité, et qu'on retrouve dans ses écrits cachés des passages pleins d'égo-trip, où il confie se considérer comme l'un de ceux ayant été choisis par Dieu, pour transmettre la vérité sur la façon dont les textes prophétiques doivent être compris. On voit bien en quoi il était préférable pour lui que les chasseurs d'hérétiques orthodoxes de son époque ignorent tout de ces pratiques. Newton fut même membre des Rosicruciens, dont une partie des adeptes était persuadée d'arriver un jour à parler avec les anges en se rendant invisible. Dans ses écrits, il confesse d'ailleurs ne pas croire à ces balivernes et ne fréquenter ce cercle que par commodité, car on y croise des gens puissants et influents. Quant à ses recherches en alchimie, elles auraient également été très mal perçues. Dans la mesure où, au XVIIIe siècle, ces pratiques étaient interdites, en partie car la couronne anglaise craignait une dévaluation de l'or si la pierre philosophale venait à être découverte, et en partie car l'alchimie était alors majoritairement pratiquée par des charlatans et autres imposteurs, vendeurs de rêves mal intentionnés. Bref, l'ouverture de cette malle, comme la publication des Principia d'ailleurs, a fait l'effet d'une bombe, d'une déflagration. Pour comprendre pourquoi un esprit de la trempe de Newton a discrètement constitué l'une des plus vastes bibliothèques d'alchimie et de sciences occultes de son temps, il faut replacer ses recherches dans le contexte d'une époque. Une époque où la frontière entre chimie et alchimie est poreuse. Dans le fond, est-ce que chercher à percer les secrets des forces invisibles qui font tourner les planètes et empêchent la Lune de tomber sur Terre ? Se plonger dans les mystères de la nature de la lumière, ou essayer de transformer un métal en un autre, et concocter des potions magiques, est-ce que ce n'est pas un petit peu la même chose ? D'ailleurs, on peut même se demander si cette passion de Newton pour l'ésotérisme n'est pas présente depuis le début. Ainsi, le jeune Newton nous livre dans l'un de ses cahiers d'enfance qui nous est parvenu, la recette d'une potion de sa création, censée être un remède efficace contre les plaies. Mélangez un peu de menthe, un peu d'armoise, 300 000 pâtes préalablement décapitées. Pilez le tout dans un mortier et diluez dans 20 litres de bière, puis laissez fermenter avant d'en prendre 2 à 3 fois par jour.
Lorsqu'âgé de 12 ans, il se retrouve en pension chez son oncle apothicaire, Isaac évolue déjà au milieu des fioles de toutes sortes, et des ouvrages dans lesquels la science et la magie se mélangent. Dans l'un de ses livres de chevet, lorsqu'il était enfant, on retrouve un chapitre traitant de l'étude de la nature du langage, suivi de près par un autre débattant des différentes manières de maîtriser le mouvement perpétuel, avant que l'on y énumère tous les moyens de déraciner un chêne avec un cheveu. Plus loin, un autre texte tente de démontrer que personne n'habite sur la Lune. Un autre qu'il est possible de calculer la taille de l'enfer. J'adore, c'est mieux que Picsou Magazine. Et l'on comprend un peu mieux pourquoi celui qui fut l'un des plus grands génies de l'histoire humaine passa toute sa vie à comme osciller entre le rationnel et l'irrationnel. Pour Newton, ce ne sont là que deux aspects d'une même pièce, faite d'un unique métal, répondant à une seule logique, la quête de savoir, apprendre à déchiffrer les codes utilisés par Dieu, que ceux-ci aient été dissimulés dans de prétendus textes sacrés, ou dans l'agencement des rouages de la mécanique céleste. En ce sens, Newton est un savant flou, premier penseur de l'âge de la raison, ou dernier des magiciens. Je vous laisse choisir de quel côté vous préférez voir la pièce tomber. Malgré ces nuits blanches à répétition passées à observer les étoiles, malgré ces centaines de repas sautés, ces milliers d'heures passées à respirer des effluves toxiques, Newton s'en est allé, à l'âge vénérable de 84 ans, en refusant sur son lit de mort de recevoir les derniers sacrements. Jusqu'au bout, libre penseur, libre croyant, à contre-courant. Le poète anglais Alexander Pope proposa d'inscrire sur son mausolée en marbre « Les lois de la nature se cachaient dans la nuit, puis Dieu dit que Newton soit, et tout devint lumière. » Mais la proposition fut refusée, à la place de quoi on grava cette épitaphe. Ici est enterré Isaac Newton, chevalier, qui, par une force d'esprit presque divine et des principes mathématiques à lui propres singuliers, a exploré le cours et les figures des planètes, les chemins des comètes, les marées de la mer, les dissimilitudes dans les rayons de la lumière. Mortels, félicitez-vous qu'un si grand homme ait vécu pour l'honneur de la race humaine. Mais celui qui en parle sûrement le mieux, c'est peut-être encore lui. Dans un manuscrit aujourd'hui conservé à l'université de Cambridge, arrivé au crépuscule de sa vie, Newton écrit « Je ne sais pas ce que j'ai pu paraître aux yeux du monde, mais au mien, il me semble que je n'ai été qu'un enfant jouant sur le rivage, heureux de trouver, de temps à autre, un galet plus lisse ou un coquillage plus beau que les autres, alors que le grand océan de la vérité s'étendait devant moi, encore inexploré. S'il avait trouvé l'élixir de la vie éternelle et qu'il était encore vivant aujourd'hui, Newton aurait sans doute été ravi d'apprendre qu'il existe des télescopes de plusieurs dizaines de mètres de diamètre qui fonctionnent en utilisant encore certaines de ses découvertes. Que ces idées foisonnantes ont participé à rendre possible le fait d'aller se poser sur la Lune et d'explorer le système solaire plus loin qu'il n'aurait pu l'imaginer. Et que nous avons même découvert qu'il existe un phénomène naturel, la radioactivité, qui transforme certains éléments en d'autres. Peut-être même aurait-il encore plus apprécié le fait qu'aussi puissantes que soient ces lois de la gravitation universelle, elles se sont révélées incapables de décrire les conditions régnant dans des champs gravitationnels extrêmement puissants, ou lorsque des objets atteignent des vitesses proches de celles de la lumière, et que plus de 2 siècles après la publication de ces Principia, en 1915, un jeune physicien allemand de 36 ans, un certain Einstein, est venu à son tour faire éclater le cadre précédent, dynamiter les vieilles visions du monde. Sur ce, moi je vous dis à très vite et je vous remets juste ici le QR code qui permet d'aller découvrir et saluer ses ancêtres grâce à MyHeritage. Et dites-moi ce que vous pensez de ce mode histoire en commentaire, ça m'intéresse.